La région vient de perdre l'un de ses grands bâtisseurs, Bruno Bonduelle, ancien président du géant légumier, l'homme du développement économique XXL. Alors tour à tour, président du comité Grand Lille, de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille, il a été le défendeur avec son complice, à l'époque, Pierre Mauroy, du rapprochement du politique et de l'économique. C'était pas simple à l'époque pour transformer le territoire. Ils ont notamment porté ensemble la candidature au JO ou encore le fameux dossier de Lille, capitale européenne de la culture en 2004. J'ai eu la chance d'animer de nombreux débats avec lui, toujours une idée d'avance, Bruno Bonduelle, jamais sa langue dans la poche, provoquant pour faire avancer les idées et les actes. Et il en a posé des actes. Je me rappelle notamment d'une soirée qu'il avait organisée, il l'avait baptisée Accélération. Il avait invité autour de la table Jacques Barrot, qui était à l'époque le vice-président européen en charge des transports, et Daniel Percheron, qui était le président de la région. Et il ne les a pas laissés sortir de la salle tant que l'un et l'autre ne s'étaient pas engagés sur la boucle d'essai ferroviaire qui aurait pu s'installer dans notre région. Il avait presque gagné la bataille ce soir-là. Bouillonnant d'idées aussi pour proposer une troisième gare TGV au sud de l'île, la fusion des trois ports, celle des tribunaux de commerce. Il fut aussi le premier à faire de l'entreprise une sorte de corps social, un corps citoyen engagé sur son territoire. Nous en recevons d'ailleurs ici de brillants témoins chaque semaine. Merci Bruno Bonduelle, et vous nous laissez un objectif, un chiffre. Et c'est le chiffre de la semaine, 1 million. En fait, il rêvait de faire de la métropole européenne de Lille une ville unique, une cité unique d'1 million d'habitants, et même flirtant avec le bassin minier voisin, pour essayer de mener la bataille contre des grandes métropoles européennes, Berlin, Londres ou Madrid. Alors, vous nous laissez aussi, Bruno Bonduelle, des livres, véritable pamphlet pour faire avancer les idées. C'est un visionnaire, cet homme-là, pour un autre développement des territoires. Merci Bruno Bonduelle. Et tout de suite, nous allons maintenant retrouver nos invités pour une émission spéciale consacrée à l'eau. Alors, les sécheresses de cet été, et notre région est toujours en plan sécheresse, nous amènent à nous pencher sur cette ressource tellement précieuse avec l'agence de l'eau Artois-Picardie et nos invités. Bienvenue, c'est Eco & Co. Bienvenue messieurs. Cette semaine, il n'y a que des messieurs. Thierry Vatin, directeur de l'agence de l'eau Artois-Picardie. On a le plaisir également de recevoir Olivier Joly, responsable du traitement des eaux de Baudelais Environnement, que nous présenterons dans quelques instants, avec un écoparc de plus de 300 hectares sur lequel vous travaillez. Bienvenue également à Paul Raoult, qui est président du CIDEN Sian-Noréade, qui concerne plus de 700 communes du Nord-Pas-de-Calais, de l'Aisne et de la Somme. Et vous travaillez à la fois sur la distribution de l'eau, mais aussi son assainissement, d'autres compétences, comme par exemple la prévention des inondations. L'eau, l'or noir du XXIe siècle. Et c'est votre sujet, c'est votre compétence, Thierry Vatin. Alors tout d'abord, vous étiez venu il y a quelques mois tirer la sonnette d'alarme sur la ressource. Où en est la ressource en eau dans notre région ? Écoutez, on a été avec vous, La Voix du Nord, puisque vous avez été notre partenaire visionnaire en 2021 dans cette campagne de communication pour le SDAGE, puisqu'on voit aujourd'hui les effets du changement climatique, vous venez de le dire. Et c'est brutal. Et c'est brutal, et surtout, je pense qu'on ne l'attendait pas. Vraiment des records au niveau national historique. Quelques chiffres, 33 jours de vagues de chaleur cette année, c'est du jamais vu depuis les années 40, 47. 1400 cours d'eau à sec au niveau national, et puis des niveaux de température et de sécheresse historiques en juillet, un à sec jamais vu, et en août, notamment certains territoires comme le Nord, et ce qui est assez étonnant, qui ont été très touchés, le centre ou le sud-ouest. Oui. Voilà. Maintenant, ça nous impacte directement, la sécheresse. Donc, la ressource est toujours rare, malgré les pluies de ces derniers jours. C'est l'arbre qui cache la forêt, ça, on est d'accord. C'est de la pluie encore bien insuffisante pour rétablir la situation. Ce qu'on peut peut-être dire au niveau du bassin, c'est que, alors vous venez de le dire d'abord, oubliez le fait que l'impact du changement climatique il va être progressif du sud vers le nord et que c'est dans 10 ans. Non, c'est aujourd'hui et maintenant, et dans notre bassin, c'est depuis 5 ans.
depuis en gros 2017 qu'on a des périodes de sécheresse très fortes et qui impactent notamment les nappes souterraines. Or, on le sait, c'est ce qu'on a dit l'an dernier, 95% de la ressource en eau dans ce bassin est sous nos pieds. Et donc, quand on a ces périodes durables, eh bien, les nappes ne se rechargent pas. Alors, les utilisateurs de l'eau, nous tout d'abord, hein, les habitants, les citoyens, mais aussi les entreprises, l'agriculture, vous allez entendre des expériences intéressantes pour essayer d'économiser l'eau, hein, parce que c'est le premier sujet sur lequel vous vous battez. Je vous pose tout d'abord une question cash. Est-ce qu'il est encore temps de s'en sortir ? Ah oui, alors tout à fait, on va en parler, il y a beaucoup de solutions, mais surtout cette sobriété nécessaire, on est au pied du mur, elle est tout à fait atteignable. On voit bien dans son usage quotidien, ne serait-ce que dans un ménage, qu'il est très facile d'utiliser 2 fois moins d'eau, ne serait-ce que par son usage dans la salle de bain ou dans l'arrosage, il y a plein de solutions, et se donner par exemple un objectif de 10, 15 à 20% de sobriété d'économie d'eau dans les mois, l'année qui vient, c'est tout à fait atteignable. Donc 15 à 20%, hein, c'est le combat que vous essayez de mener avec l'ensemble des utilisateurs, à commencer par l'agriculture. Alors on va aller dans l'Audomarois, avec une expérience intéressante d'évolution des pratiques d'utilisation de l'eau. Après, vous nous direz où en est le monde agricole. Comment concilier élevage, maraîchage et qualité de l'eau? Dans le Marais audomarois, depuis le 8e siècle, les hommes ont aménagé une tourbière en une vaste terre fertile pour le bétail et la production de légumes. Pour la communauté d'agglomération, Bastien Van Ingeland aide les agriculteurs à faire évoluer leurs pratiques afin que les marais continuent de rendre leur service. Sur les 1100 hectares de prairies, les éleveurs changent leur période de pâturage pour que l'herbe ait le temps de pousser, développant sa diversité et sans herbicides. Sur les 400 hectares de maraîchage, les cultivateurs fauchent de façon différente les plantes des berges des marais, favorisant oiseaux et insectes qui chassent les parasites des cultures. Ensemble, les agriculteurs cherchent à préserver la tourbe, qui est un atout pour le climat. À Saint-Omer, la vache et les légumes sont les garants de l'avenir. Ouais, c'est intéressant ce reportage parce qu'il explique que tout est chaîné avec un impact direct sur la biodiversité. Où en est le monde agricole dans notre région ? Alors écoutez, il y a plutôt une tendance à une augmentation forte des prélèvements en eau. Ouais. Donc ça, c'est un vrai... Pas bien, là. Un vrai sujet depuis... Bon, nous, on le sait avec nos indicateurs de l'Agence de l'eau, depuis 4-5 ans, dans certains secteurs, le prélèvement ont doublé, voire triplé. C'est lié à des modes de culture. D'accord. Qui se développent fortement, des modes de culture légumières, de pommes de terre, de betteraves, voilà. Et là, on atteint des limites parce que quand même, en termes d'usage, l'agriculture, c'est à peu près un tiers de l'utilisation de la ressource à l'année. Il faut d'abord peut-être oublier un a priori, la quantité d'eau n'est pas illimitée. Dans le bassin, c'est à peu près 500 millions de mètres cubes. Voilà. Donc voilà un secteur sur lequel vous souhaitez contractualiser, avancer en partenariat. Alors, vous notez l'adresse de ce site, hein, on va vous la montrer à plusieurs reprises, c'est le Graal, hein, agissonspourleau.fr. Vous avez des retours d'expérience, des renseignements pour l'eau, parce qu'on est tous concernés, l'avenir de l'eau dépend de nous. Alors, on va aller à Blaringhem, chez Baudelet Environnement. Votre entreprise traite et valorise près d'1 million de tonnes de matière par an. C'est énorme, hein, sur un écosite de plus de 300 hectares. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, pour essayer d'économiser, hein, la feuille de route est donnée, 15 à 20% d'eau par an? Alors, globalement, sur l'écoparc de Blaringhem, notre besoin en eau annuel est de 100 000 m3 par an. Ouais. Aujourd'hui, cette ressource est prise pour partie dans le canal de Neuf-Fossés, à hauteur de 90 000 m3, et pour autre partie, 10 000 m3 d'eau potable. Ces eaux sont puisées directement à côté de chez nous. De chez vous, oui. On voit des images du site, là. Ouais. Ouais. Tout à fait. Mais le site a pris conscience, enfin l'entreprise a pris conscience dès 2009 en fait que la ressource en eau était
problématique. Donc il y a une prise de conscience à avoir tout d'abord, hein, l'analyse des faits. Et j'ai envie de dire surtout chez les industriels. Alors peut-être en premier lieu, c'est là que depuis des années on a fait le plus de progrès à l'Agence de l'eau, c'est avec les industriels. Alors votre projet a deux grandes parties. Hein. Ouais, tout d'abord les eaux osmosées. Alors d'où viennent-elles? Expliquez-nous en deux mots. Donc une des activités du site en fait c'est le stockage de déchets non dangereux. Ouais. Ce stockage de déchets non dangereux est soumis à la pluviométrie, et cette eau en fait va ruisseler sur le massif de déchets et se charger en pollution. D'accord. Et jusqu'à maintenant, ça devient quoi? Alors, ce qu'on appelle des lixivias, ces eaux usées, ce sont des lixivias. En fait, ces lixivias sont traités par des technologies d'osmose inverse, d'évaporateurs, et on rejette aujourd'hui au milieu naturel cette eau traitée après contrôle par rapport à des normes de rejet. Ouais, sachant qu'après traitement, cette eau est purifiée à 99,9%, hein, donc pas de sujet. Mais ça repartait dans le milieu naturel. Et vous dites, on a là une ressource qu'on peut réutiliser. Alors, je vous disais tout à l'heure, 100 000 mètres cubes consommés, et d'un autre côté, 100 000 mètres cubes rejetés au milieu naturel. D'accord. Donc, c'était quasiment évident. J'ai l'erreur. C'était quasiment évident, mathématiquement, de dire voilà, on a besoin de 100 000 m3 et on rejette 100 000 m3 d'une qualité très très acceptable pour les usages de nos activités. Donc vous les réutilisez pour vos process internes, pour vos besoins internes. Ça, c'est le premier projet. Voilà, alors les besoins internes, c'est pour laver les bennes qui nous servent à collecter les déchets chez les industriels, chez les particuliers. Ça nous sert à balayer nos voiries des 300 hectares. D'accord. Ça nous sert à laver les plastiques également. On a une chaîne de valorisation de plastique. Et puis, ça nous sert aussi à laver tous nos bâtiments, tous les autres process. Regardez, il est en train de nous dire qu'avec un peu d'intelligence et de l'innovation, il économise finalement 100 000 mètres cubes d'eau, ce qui est énorme. Vous avez un deuxième projet sur la récupération des eaux pluviales. Donc, la partie utile, le volume que l'eau osmosée nous apporte n'est pas forcément suffisant. Il y a des projets d'agrandissement, des nouveaux projets de valorisation de déchets qui, progressivement, vont nous demander des suppléments de volume d'eau. Et on a aussi, en fait, une richesse disponible qui est l'eau pluviale. Qui, pareil, en fait, était rejetée au milieu naturel après contrôle, après vérification des normes de rejet, et on l'a rejetée aussi au milieu naturel. D'accord. Alors écoutez bien, hein, sur un site comme le vôtre, d'ordinaire, il y avait environ 400 à 500 mm de pluviométrie constatée sur le site. Ça a été divisé par plus que 2. Hein. En 2022, à fin août, on a eu 170 mm de pluie sur le site. Voilà, au lieu de 400 à 500 et sur les années précédentes, habituellement. 400, 500. Alors, l'agence de l'eau vous aide, vous contractualisez, vous faites un truc ensemble, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'en profite pour remercier le partenariat que la Société Baudelais Environnement a eu avec l'agence de l'eau, puisqu'ils nous ont accompagnés techniquement et financièrement pour la réalisation des investissements qui ont été nécessaires à cette valorisation et cette réutilisation de l'eau sur notre site. Donc, vous invitez les entreprises du territoire à monter ces projets et vous passez des contrats de progrès avec eux? Ah oui, on a une expérience maintenant de plusieurs années où on a réussi avec le monde industriel à changer les process pour faire des économies d'eau très importantes. Et c'est ce qu'on veut faire avec le monde agricole, puisqu'on lance un appel à projet maintenant. L'agence de l'eau met 2 millions d'euros sur la table pour que... Voilà, on est des innovations du secteur agricole pour faire la même chose et pour trouver des modes d'usage de l'eau, ne serait-ce que d'irrigation, qui soient beaucoup plus économes en eau. C'est possible. Et alors, il y a une boucle, un cercle vertueux. Vous avez d'autres projets derrière, en 2 mots, rapidement? Alors, on a été sollicité cette année par des agriculteurs qui avaient besoin d'irrigation de leurs champs. Oui. Alors, c'est en réflexion. D'accord. C'est techniquement possible. La réglementation est un petit peu compliquée, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Mais effectivement, on a besoin de 100 000 m3 pour nous. On va utiliser ce que nous, on a besoin.
Et puis on pourra éventuellement en fait aider d'autres besoins en eau et les agriculteurs qui en ont fait la demande. Les techniques existent. Maintenant, il faut se connecter et être dans un esprit de transformation. D'ailleurs, dans une minute, vous allez découvrir une histoire incroyable qui est portée par le SIDEN, qui est une première en France. Mais tout de suite, je vous emmène à Fort-Mahon. Alors, on a là une station touristique avec une surpopulation, évidemment, l'été. Et elle consomme de l'eau, cette population, bien évidemment. Comment fait-on ? Le développement touristique peut-il faire bon ménage avec l'eau? À Fort-Mahon-Plage et Quin, la réponse est oui. Le syndicat intercommunal d'aménagement utilise une station d'épuration prévue pour 35 000 habitants, alors que les deux communes n'en ont que 2 700. L'eau usée circule entre 7 bassins, épurés par un écosystème de bactéries et d'algues. Pour fonctionner, unique besoin de ces bassins de lagunage, du temps et de la lumière. Grâce à ce dispositif, l'eau est débarrassée de ses déchets. Puis, elle séjourne dans un grand bassin où vivent des poissons, gagnant ensuite un ruisseau et enfin la mer. Entourée d'arbres et de champs, la station est invisible, sauf pour les oiseaux migrateurs qui en ont fait une halte majeure. Inaugurée en 1997, la station pourra aisément traiter les eaux du futur quartier de Quin-Plage qui verra le jour en 2023. Alors, c'est un peu l'idée dans un autre contexte et un autre secteur de notre région, de Paul Raoult. Je rappelle, vous êtes président du SIDEN Sian-Noréade. Vous travaillez sur une bonne partie de notre région des Hauts-de-France. Alors, vous nous emmenez dans des carrières de l'Avesnois. Qu'est-ce que vous avez inventé sur place ? Inventer, c'est beaucoup dire, puisque nos amis belges le font depuis de nombreuses années. On ne l'a pas fait ici encore. Oui, et en fait, on a signé une convention de partenariat avec les entreprises Eiffage, Bocahu, qui ont une carrière à Haulieu, et puis Eurovia, qui a une carrière à Dompierre-sur-Elpe. Ouais, on est dans l'Avesnois. Et aujourd'hui, ils puisent 3 millions de mètres cubes d'eau qui sont rejetés à la rivière. Et donc, il paraît quand même un peu surprenant de voir ainsi cette eau partir à la rivière. Donc l'idée, c'est que le SIDEN récupère 2 millions de mètres cubes sur les 3 millions, qu'on la traite évidemment, qu'on fait passer par une usine qui va nettoyer en quelque sorte cette eau et ensuite la distribuer dans nos réseaux. Il y avait une difficulté, puisque le dossier remonte aux années 2000-2010. C'est qu'il y a une législation qui protège les champs captants, et puis il y a une autre législation qui protège les carrières. Et elles sont en contradiction. Ce qui fait que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu d'expérience de ce type en France. Nous serons les tout premiers à mettre en place cette procédure. Alors vous êtes un élu, là, vous mettez le doigt sur les facilités dont vous avez besoin, les facilités réglementaires dont vous avez besoin pour avancer, quoi. Oui, mais c'est un parcours du combattant, en fait. Bon, et aujourd'hui, je dois remercier à la fois l'agence et puis le préfet précédent qui a fortement impulsé ce dossier pour que les deux administrations, on va dire, mais en particulier celle de l'ARS, acceptent de collaborer et faire en sorte qu'on trouve des moyens administratifs, législatifs, réglementaires qui nous permettent d'aller exploiter l'eau dans la carrière sans être propriétaire du terrain. Parce que c'était là le problème. Logiquement, quand vous avez un captage, vous devez être propriétaire du terrain. Et là, par convention avec les carriers, nous pourrons quand même exploiter cette eau. Donc, ce que vous mettez en place vise évidemment à limiter les prélèvements en eau dans les nappes souterraines pour garder au maximum l'eau de qualité potable là où c'est nécessaire. Alors, est-ce qu'il y a un autre point sur lequel vous travaillez, à savoir une bonne utilisation des eaux, parce qu'il y a différentes eaux en fonction des usages. Eau de pluie pour nettoyage, eau de process pour recyclage, eau usée pour irrigation. Vous êtes capable de faire ça aussi ? C'est un sujet qui est quand même très, très délicat. Aujourd'hui, notre travail, c'est de faire de l'eau potable. Bon. Mais effectivement,
à partir de nos stations d'épuration, on peut imaginer une réutilisation des eaux sortant des stations d'épuration, de les réinfiltrer, par exemple, dans le cordon dunaire, et ensuite les réutiliser. C'est une procédure qui est encore très très peu développée en France, alors qu'elle l'est très largement en Espagne et en Italie. Il y a quelques millions de mètres cubes là aussi à récupérer. Le tout, c'est de s'y mettre, et avec évidemment l'assentiment de notre chère administration. Vous avez entendu M. Watin nous dire moins 15 à moins 20%, c'est à la portée de tous. Oui. Alors vous, votre feuille de route vous permettra-t-elle d'atteindre ce niveau de réduction? Oui, effectivement, je l'espère. Mais il faut déjà, on fait aujourd'hui une campagne de communication sur les 6 mois en ce moment, en direction donc, de toutes les formes de médias pour inciter nos abonnés à faire des économies. Donc c'est nous, vendeurs d'eau, qui faisons la promotion pour en vendre moins. C'est quand même un peu paradoxal. Les électriciens font la même chose. Oui. Et ensuite, on est en train de mettre en place un tarif progressif, alors qu'auparavant, on avait un tarif régressif vis-à-vis des entreprises. Oui, c'est-à-dire qu'auparavant, plus ils consommaient, moins ils payaient au mètre cube. Et aujourd'hui, on a délibéré et on doit faire l'inverse. Ça, c'est en place. Ah oui, c'est mis en place, oui. D'accord. Et donc, les nouvelles entreprises qui sont en négociation, on leur propose 1 euro le mètre cube, on passe à 1,50 €. Vous voyez, s'ils dépassent un certain plafond. Thierry Watin. Oui, merci de tous ces exemples, Monsieur Raoult. Je voulais juste dire que cette sobriété, elle est... Ah, vous avez lâché le mot. Vous ne l'avez pas encore dit, ce mot, sobriété. Oui, la sobriété. Je le dis le mot parce que c'est devenu un mot à la mode. Il y a encore quelques mois, c'était un mot tabou. Moi, je pense que cette sobriété, elle est atteignable, mais il faut que tout le monde joue le jeu. Et vous voyez, on a parlé du monde industriel, moi j'ai un peu parlé du monde agricole. Il faut que tous les secteurs fassent cette sobriété. Les collectivités, j'ai un exemple. Par exemple, la ville de Dunkerque s'est engagée dans une démarche de réduction de la consommation d'eau potable pour des usages non nobles. Entretien des voiries, des trottoirs, arrosage des espaces verts. Mais c'est aussi toute la gestion intégrée du pluvial. Toute cette eau, de la même façon, qui tombe en ville et qui part dans les tuyaux, si on la laisse s'infiltrer, qu'on la réutilise, c'est une manne énorme. Ouais. Voilà. Une question très importante, Paul Raoult, c'est le prix. Le réel prix de l'eau. Alors, comment voyez-vous les choses à 5-10 ans et comment allez-vous faire passer le message à vos clients, particuliers ou entreprises? J'aime pas le mot client, mais enfin, à nos abonnés. Oui, on vend un service. OK. Mais je pense que c'est tout à fait possible si les gens intègrent bien que l'eau est un bien précieux et limité. Voilà. En quantité limitée. Et ça, c'est nouveau quand même, cette prise de conscience. Bon. Mais on se heurte quand même, je l'ai déjà dit à M. Watin, c'est qu'en ce moment, les besoins exprimés par le monde agricole sont en progression fulgurante, puisque avec les phénomènes de sécheresse, les agriculteurs sont obligés d'irriguer. Pour que, lorsqu'ils sèment telle ou telle graine de d'endive ou autre, s'il y a 6 semaines de sécheresse derrière, ça ne poussera pas. Donc je vois bien, j'ai un arboriculteur chez moi, et il a installé un système d'irrigation parce qu'il plante des nouveaux pieds, il faut qu'il reprenne. Donc on est demandé. Mais donc il faut un dialogue avec le monde agricole pour qu'ils utilisent l'eau de manière parcimonieuse, avec le goutte à goutte par exemple. Ce sont de nouvelles pratiques qu'il faut mettre en œuvre. Ensuite, il y a diverses plantes pour le même usage qui consomment moins d'eau que d'autres. Le sorgho, par exemple, consomme beaucoup moins d'eau que le maïs. Donc il y a des usages agricoles qu'il faut faire évoluer. Et puis ensuite, il faut alimenter le sol en humus pour que l'infiltration de l'eau se fasse correctement. S'il y a un manque d'humus, le sol se durcit et il n'y a pas de pénétration de l'eau dans le sol. Donc à vous entendre, il y a 1001 innovations pour changer les pratiques et donc réduire la consommation de l'eau. Sur le prix, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Écoutez,
Je pense que dans ce bassin, les membres du comité de bassin ont pris leurs responsabilités sur le prix de l'eau. Nous qui prélevons la redevance, on a des taux qui sont assez élevés, mais je pense qu'il faut surtout dire que l'eau est un bien précieux et qu'il a une valeur et que, effectivement, dans certains endroits, on pourrait encore, je dirais, mettre un prix de l'eau un peu plus élevé parce que c'est un patrimoine commun. Pour l'industriel, quel est le niveau d'acceptabilité ? Le moins possible, mais enfin, je voudrais juste rebondir sur la ressource. Nous, entre nous, avec nos collègues, on parle d'or bleu, en fait. C'est quelque chose de très précieux et on y veille et on essaye de limiter les utilisations, les consommations. Il me reste 30 secondes, très vite. Je veux dire quand même, vis-à-vis de l'industriel, qu'il faut quand même que pour qu'ils changent leur process, il faut qu'il y ait une rentabilité de ce process. Donc il faut que le niveau de l'eau soit quand même, le niveau de prix de l'eau, il soit quand même à un niveau assez élevé pour rentabiliser le changement de process. Conclusion avec vous. Conclusion, je pense que c'est un sujet majeur pour les années qui viennent et qu'il faut anticiper. Imaginer avec les différents scénarios de changement climatique quelle sera la ressource dans 10 ans et partager. Donc la sobriété, mais surtout se dire qu'on en a tous besoin, que tout le monde doit faire des efforts et qu'il faut rentrer dans un partage de l'eau pour éviter les conflits. Voilà. L'eau, l'or bleu du XXIe siècle et l'avenir de l'eau dépend de nous. Merci à vous, messieurs. Je vous retrouve la semaine prochaine avec parmi nos invités celui qui crée le réseau des entrepreneurs sur la communauté, sur la métropole européenne de Lille. Et puis on ira au Québec avec un ch'ti québécois qui vient de lancer là-bas une sorte de réseau social, mais un réseau des bonnes nouvelles. Alors on a hâte de l'entendre parce qu'on en a besoin des bonnes nouvelles. Et si vous avez des infos, vous les envoyez à cette adresse. À la semaine prochaine.